Donc je vais vous présenter nos 3 intervenantes de cette séquence. Lou Fauroux, vous êtes diplômée de l'ECAL et également de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et votre travail mêle vidéo, sculpture et installation. Et vous questionnez particulièrement les enjeux esthétiques et éthiques des intelligences artificielles et des technologies sur les humains. Et vous êtes également la lauréate du premier volet art et intelligence artificielle de la Villa Albertine. Donc vous serez en résidence à la Villa Albertine l'année prochaine. Barbara Turquet, vous êtes responsable de la recherche à la FEMIS. Et vous avez été directrice du programme gradué art et du laboratoire SACRE au sein de l'Université Paris Sciences Lettres. Vous avez été également conseillère à la présidence au CNC entre 2013 et 2014. Et Louise Capioca, vous êtes scénariste et pour de la série d'animation jeunesse. Vous êtes notamment directrice d'écriture pour la série Sam Sam. Et vous êtes également administratrice de la SACD. Pour l'animation, je précise, c'est ça. On va commencer peut-être cette discussion avec vous, Lou. Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être assez globalement de votre démarche artistique et puis nous donner quelques précisions aussi sur le projet sur lequel vous allez travailler au sein de la Villa Albertine et puis peut-être en précisant particulièrement quels seront les enjeux de recherche et avec quel type d'interlocuteur vous serez amené à discuter à l'occasion de cette résidence, en sachant que vous allez vous le développer, mais vous travaillez sur un projet de jeu vidéo. Du coup, je m'appelle Lou et plus généralement, je travaille avec la vidéo, la 3D, des installations, beaucoup à multi-écran. C'est des fictions que je développe à partir de recherches assez réelles. Notamment, je pense à What Remains, qui est le projet que j'ai démarré, qui est un peu le prologue que je continue maintenant, qui est une fiction sur Mark Zuckerberg qui serait immortel grâce à un programme d'immortalité digitale qu'il aurait gardé pour lui et qu'une bande de hackers aurait tenté de lui récupérer pour rendre open source. Et le reste de l'écosystème et des films spéculent sur le futur de ce hack et ce qu'il engendre en termes de ressources et d'échecs et réussites, etc. Pour la Villa Albertine, plus précisément, je suis revenue sur un premier projet que j'ai fait il y a après 8 ans, qui est la façon dont j'ai commencé à faire des films, qui était dans le milieu du film pour adultes, où j'ai filmé et documenté la vie d'un groupe de personnes et de travailleuses du sexe qui donc sont quotidiennement filmées et se mettent en scène et égalent leur vie comme ça, en faisant des films pornographiques. Donc ça, c'était en 2018. Et j'ai proposé à la Villa Albertine de faire une recherche et un état des lieux sur comment c'est aujourd'hui, après l'arrivée de OnlyFans, de deepfake, de mandat de Trump, etc. et de voir avec elles et elles la façon dont la production de leur image a été modifiée avec ces outils-là et comment leur quotidien est aussi modifié et aussi voir leur statut, leurs revenus, etc. Donc, je pense aussi à des personnes qui utilisent quotidiennement des chatbots qui répondent à leur place, par exemple, sur des applis de discussion entre un client et une travailleuse du sexe. Donc c'est de voir comment ça a impacté ça, et pour ça j'aimerais bien faire un jeu vidéo dans lequel on pourrait avoir, parce que c'est pas encore fait, c'est un projet, mais voilà, autour de ces personnages, de leur vie et de leurs archives aussi. C'est ça l'idée globalement. Voilà. Et là, quand on a préparé cet échange, vous nous aviez dit que vous auriez, a priori, dans le cadre de cette résidence, un dialogue aussi avec des acteurs assez majeurs aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de dialoguer avec des acteurs majeurs de l'industrie des images génératives ? Pour l'instant, on a des rencontres de prévues avec... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la résidence, elle est financée par Fujisimo, qui est donc la numéro 2 de OpenAI aujourd'hui, et la fondatrice de Instacart, si je ne me trompe pas, qui est une grosse appli de livraison de courses et repas aux États-Unis. Et on va pouvoir rencontrer les équipes, certaines équipes et certains acteuristes de OpenAI, et moi j'aimerais bien discuter avec eux dans la limite du possible moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le data mining et l'éthique de prélèvement d'informations et d'images, notamment pour nourrir les modèles,
Et d'une manière générale, quoi, les règles de confidentialité, on peut appeler ça. Donc c'est un peu ce dont j'aimerais parler avec eux. Voilà la dimension éthique de la collecte de la vie privée et son utilisation. Ok, très bien, merci. Et peut-être une question un peu plus générale, mais donc vous allez partir à New York dans le cadre de cette résidence, mais si votre travail est accompagné en France, quelle serait pour vous une façon pertinente aussi d'accompagner votre travail et aujourd'hui, à l'heure des IA génératives, quelle pourrait être aussi une forme de boîte à outils qui pourrait être mise à disposition de créateurs aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que parfois je me sens un peu pas seule, mais enfin en soi ça me va, mais je suis beaucoup sur des forums, dans des Discord, enfin pas dans des Discord mais sur Discord et sur des Reddit, etc. Et peut-être avoir plus d'espace réel dans lequel on partage justement nos boîtes à outils, nos outils, plus de mise en commun sur un modèle un peu plus open source mais en vrai. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais après, je sais que c'est pas mal ce que vous voulez mettre en place avec la résidence, peut-être, où ça se rapproche. Mais pour l'instant, je pense à quelque chose comme ça, ouais. Si. Quelques questions pour vous, Barbara. Donc, le cinéma a connu depuis sa naissance beaucoup d'innovations et de ruptures technologiques. Mais aujourd'hui, est-ce que la question des IA génératives pose selon vous des questions particulièrement, enfin des questions spécifiques sur le rapprochement entre les enjeux de recherche et les enjeux de création? Oui, alors c'est vrai que moi je m'occupe de la recherche à la FEMIS et que dans cette activité on est à l'interaction entre des enjeux scientifiques, des enjeux qui ont trait au milieu professionnel et des enjeux pédagogiques. Et l'IA c'est un objet parfait pour traiter ces différentes dimensions. Puisque effectivement il y a des ruptures globales à des enjeux technologiques, mais aussi dans la manière dont on appréhende les changements de régime visuel, de rapport à la trace ontologique de l'image, enfin, etc. Donc ça déploie en fait des questionnements qui sont à plein de niveaux. Et là, la réflexion qu'on essaye d'avoir, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la FEMIS aussi un lieu de réflexion autour de ces nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on peut contribuer à la connaissance de ces impacts sur nos métiers, et puis comment est-ce qu'on peut aussi faire une place dans nos formations, à quel endroit, comment, enfin voilà. Et alors peut-être ça nous permet d'enchaîner, mais de façon très concrète, est-ce qu'il y a eu déjà des expérimentations portées dans le cadre des études de la FEMIS? Est-ce que les élèves ont déjà manipulé, pratiqué, travaillé ensemble sur... Alors c'est un chantier qui est encore en cours, qui est débutant. On a initié un cycle de réflexion, de travail autour de l'IA à la FEMIS déjà en 2024, puisqu'on a fait notamment 2 journées d'études autour de l'impact de l'IA dans les métiers, avec un certain nombre d'intervenants qui étaient adressés à nos étudiants. Et là, on décline un petit peu cette réflexion métier par métier, département par département, puisque la FEMIS, c'est 10 départements, donc ça concerne des impacts qui peuvent être très différents par métier, aussi sur des aspects purement de briques technologiques et puis des aspects beaucoup plus fondamentaux. Donc voilà, c'est un peu ces questions-là. Pour le moment, ce qu'on a pu mener, outre ces 2 premières journées d'études, et puis aussi la participation à d'autres événements scientifiques sur le sujet, on a mené un workshop de recherche-création au sein du département Décor en juin dernier, donc qui était en 2 temps. Un temps de conférence, visite de l'exposition au Jeu de Paume Les Mondes de l'IA, avec notamment le commissaire de l'exposition Antonio Somaini, avec les élèves pour échanger autour des différents enjeux de ces techniques. Et puis ensuite, 15 jours d'expérimentation avec un artiste qui était Ismaël Geoffroy Chandoutis, où les élèves ont travaillé sur la création d'une séquence complète avec une multitude d'outils IA, open source, propriétaires, enfin vraiment une espèce de boîte d'expérimentation. Ils ont abouti à plusieurs séquences, petites séquences filmées, et l'idée c'est de faire
une restitution cette année, en 2026, pardon, et puis aussi de poursuivre la réflexion dans d'autres départements. Donc là, on est en réflexion sur images et scénarios notamment. Alors, est-ce que du coup, peut-être on peut en profiter pour regarder les extraits que vous avez prévus, justement issus de ces travaux étudiants? Vous pouvez lancer. Alors, le deuxième n'est pas un extrait de ce workshop, pardon, je précise, c'est un travail de fin d'études d'une élève en montage. Le premier et le troisième sont extraits de ce travail de décor. Je tente de s'imprégner de ces images homogènes, sans aspérité aucune. Elles affichent une obsession commune de montrer certains aspects de la vie et d'en dissimuler d'autres. Les mêmes vacances. Les mêmes fêtes d'anniversaire. Les mêmes premiers pas et premières fois. Tout semble vrai et rien ne l'est. Merci. Donc on voit que ces trois petits films, en fait, vous extraits, ils convoquent des régimes d'images très très variés. Peut-être avant de passer la parole à Héloïse, Lou, qu'est-ce que ces images vous évoquent par rapport à votre propre travail
Et voilà, on pourra peut-être aussi voir quelques extraits de vos... C'est assez intéressant. Moi, j'utilise peu d'IA générative en tant que produit fini, mais c'est plus une étape dans le workflow où ça va intervenir pour générer du code à un endroit, une texture, traiter des fichiers ou des choses comme ça. Et c'est intéressant pour moi de voir comment on peut l'articuler dans une narration ou dans un film qui est en tant que film fini. Mais ce que je remarque, c'est quelque chose en tant que quelqu'un qui s'intéresse beaucoup vraiment à l'image, c'est qu'il y a une finition, une facture qui est très dure dont il est très dur de se détacher et qui va toujours revenir et qui personnellement, en tant que personne qui fait des images, pas forcément en tant qu'audience directement, je vais avoir du mal à me plonger aussi peut-être émotionnellement ou à me laisser avoir quelque part par cette image parce que pour moi, elle peut être tordue et amenée ailleurs en tant que résultat. Mais là, je trouve qu'il y a une facture qui se répète, qui est toujours un peu ce même rendu légèrement flouté, ni complètement réaliste, et toujours avec un pixel un petit peu... avec un contour autour du pixel. Et c'est ça que je remarque. Mais après, n'importe qui peut se saisir et raconter une histoire intéressante avec ça, j'en doute pas. Et il y a des choses super intéressantes en tout cas là-dedans. Et vous, du coup, comment sur les intelligences artificielles, est-ce que vous en avez déjà utilisé dans vos travaux précédents et du coup, comment elles sont intégrées? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'il y a une sorte de transparence de vos productions sur ça ou c'est un outil parmi tous ceux que vous utilisez? Je dirais que c'est un outil, c'est vraiment comme ça fait partie de ma boîte à outils et ça peut être par exemple sur un film de 20 minutes que j'aurais fait sur Blender où tout est en 3D, ça peut être par exemple les affiches qu'il y a dans une des salles, des scènes en 3D, ça peut être les vêtements, ça peut être un raccord où j'avais un problème avec le visage de quelqu'un et j'ai changé, là on peut rajouter un tatouage sur sa peau, des choses comme ça. Donc c'est assez sporadique et c'est surtout à des endroits du workflow. Donc s'il y a quelque chose auquel j'ai pas accès, il n'y a pas de modèle, je vais essayer de le coder et je vais le faire coder par l'IA par exemple. Mais c'est assez rarement en tant que produit fini. Je pense qu'en tant qu'artiste visuel, ça peut apparaître plutôt dans des dossiers ou des moodboards ou si je vais faire des commissions par exemple. Des commandes pour proposer à quelqu'un avec qui travailler, je peux le faire utiliser en moodboard, quoi, plus pour à la place de faire un croquis. On parlait ce matin. Est-ce que du coup vous voulez qu'on commande quelques-unes de vos images ou vidéos en lien avec ce que vous venez d'évoquer avec ce que j'ai donné là, oui. Ouais. Ce que j'ai donné là, c'est un exemple des outils un peu concrets. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de regarder. Tout à fait. Si on peut regarder les extraits du travail de Lou. Là, alors, je ne sais pas ce qui va être là, mais je crois que c'est pas mon travail, c'est vraiment juste des exemples de 3D. Ça peut être Voilà. Alors ça, c'est un PNG, une image vraiment plate. C'est une photo d'un Oscar. Et pour se rendre compte de l'état des lieux de comment l'IA intervient dans la 3D, j'ai utilisé des logiciels assez principaux qui sont du coup là c'est Hugging Face qui est une plateforme open source de différents outils d'IA et j'ai intégré cette image que vous venez de voir pour la faire passer de 2D à 3D. Voilà, donc ça en PNG, photo hyper simple et je l'ai soumise au prompt qu'il est censé la générer en 3D, donc on peut voir que c'est quand même très mauvais. Il y a énormément de faces, on appelle ça, il y a beaucoup de polygones, la forme elle n'est pas juste, la texture il ne l'a même pas faite. Donc ça c'est le premier logiciel. Et donc les limites de l'outil plutôt que... Oui, mais après tout est à utiliser, à tordre et à changer. Et on peut servir d'une base et l'amener ailleurs. Là je pourrais resculpter, me dire voilà peut-être que je fais une sculpture expérimentale, mais en tant que... workflow réaliste, il y a encore un peu de travail. Après, on peut mettre Meshi, donc c'est les deux images d'après, il me semble. Ça, c'est Meshi, donc c'est un autre logiciel
qui se place plutôt bien sur le marché en termes d'utilisation d'IA et de 3D, dans lequel j'ai inséré la même image. Et c'est ça qui a été proposé. Je trouve ça c'est pas trop mal. Il y a pas mal de polygones en bas et la forme du visage, le sculpte du corps est plutôt bien gardé. Donc ça, c'est d'assez bonne qualité. Là, j'ai pris la version d'essai et ça m'a coûté 20 crédits sur 100. Mais typiquement, ça peut devenir assez cher. Et là, j'ai pris un exemple assez basique et c'est peut-être même pas utile d'utiliser de l'IA pour ça. Par exemple, c'était vraiment juste en tant qu'exemple, parce qu'il y a des librairies et des banques entières où je vais trouver un modèle d'Oscar qui sera hyper bien fait. Et donc ça, c'est vraiment utile pour du sur-mesure, quoi. Et sur le sur-mesure, ça marche pas super bien. Et après, il me semble qu'il y a une autre vidéo. Voilà. Et là, j'ai demandé par le même logiciel, et c'est aussi une technique qui utilise de l'IA, de l'animer. Et bon, c'est un peu goofy, quoi. C'est pas utilisable en tant que tel. Mais c'est les outils qui sont à disposition aujourd'hui dans la 3D et qui interviennent de façon générative dans les modèles, les images qu'on utilise dans le workflow de la 3D, quoi. Et je crois qu'il y a même une autre vidéo, parce qu'après j'ai testé avec Runway, qui est du coup un des logiciels les plus utilisés pour générer de la vidéo. Et ça, c'est une image ou c'est une vidéo? Ah oui, c'est une vidéo. Ouais. Voilà. Il l'a carrément fait glisser, donc il n'a pas vraiment compris le principe de la marche, par exemple, où il a rajouté un pied derrière. Donc, et de manière assez naïve, on voit derrière qu'il y a un décor qui s'est construit, qui est voilà, pas intelligent comme on va l'appeler, mais qui va juste reproduire de manière générique des préceptes qui existent déjà, quoi. Et voilà, ça, c'était des petits exemples de comment ça peut intervenir dans le workflow, mais c'est vraiment en tant que produit fini, quoi. Merci beaucoup. Ah, et j'avais juste un point, c'est que par exemple, juste pour générer cette vidéo, ça vous le savez, j'imagine, mais le calcul énergétique, il est monstrueux. Oui, ce sera l'objet de la dernière partie de cette journée sur l'acquisition de l'IA frugale. Avant de peut-être de clôturer ce premier temps d'échange, donc vous, Héloïse, vous êtes scénariste et vous avez étudié la linguistique. Donc voilà, que vous évoquent ces tentatives d'expérimentation, cette façon d'appréhender les IA, on va dire, dans toute leur complexité, y compris dans leurs limites. Qu'est-ce que cela vous inspire et quel serait pour vous aussi un cadre favorisant une appréhension vertueuse et responsable des IA génératives dans nos filières? C'est hyper intéressant, évidemment. La recherche et l'expérimentation, on peut que trouver ça passionnant. Le problème, en fait, c'est dans l'animation, en fait, on couvre un peu, on va du cinéma expérimental où on peut comme ça créer librement, sans beaucoup de contraintes financières, sans se soucier forcément un peu dans sa tour d'ivoire. C'est pas négatif, mais je veux dire sans se préoccuper un peu de ce qu'il y a autour. Et ça va jusqu'aux programmes pour enfants, qui sont une grosse partie de la production en animation. Et là, en fait, c'est pour moi, pour beaucoup d'auteurs, c'est très difficile de s'abstraire de ce qui se passe dans la société, en fait, des effets hyper délétères pour lesquels, pour l'instant, il n'y a aucune régulation, aucun garde-fou. Donc voilà, moi j'entendais tout à l'heure, justement, quand on parlait d'animation, dire que les voix des acteurs, on pourrait plus facilement doubler avec l'IA parce que les enfants font moins attention ou sont moins... Et on entend souvent ces idées-là, en fait, que le public enfant, finalement, il a besoin d'histoires assez simples qu'on pourrait générer comme ça. Et c'est pas du tout... il y a une méconnaissance, en fait, totale, à la fois des enjeux d'écrire des fictions, de produire des fictions pour les enfants, puisqu'en fait, les enfants, c'est le futur public, hein, c'est aussi les futurs créateurs, c'est les futurs législateurs, c'est les futurs présidents de la République, voilà. C'est notre futur. Et en fait, si on lui donne de la soupe, voilà, c'est assez suicidaire. Donc en fait, moi, ces idées-là, il faut vraiment les combattre. Il faut vraiment mettre des garde-fous pour les enfants en général, pour tout ce qu'on produit pour les enfants.
parce que justement, c'est crucial. C'est suicidaire de ne pas avoir de prise de conscience là-dessus. Pour être précisément sur les voix des acteurs, en fait, en animation, c'est ça qui fait un lien humain, qui donne chair aux personnages qui sont dessinés. Et donc, en fait, plus le dessin est synthétique et moins il y a de patte humaine, finalement, plus la voix va apporter cette humanité et ce lien et cette émotion. Et c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire, c'est de doubler les dessins animés avec des voix de synthèse. En se disant que ça sera que les enfants vont pas s'en rendre compte. En plus, c'est pas vrai, mais alors en fait voilà. En tout cas, il y a un risque de polarisation très fort entre l'art où on pourra être vertueux et puis des productions on va en fait pour un certain public laisser faire des productions bas de gamme à bas coût avec l'IA et puis on sera moins regardant et voilà. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on combatte tous parce que c'est pareil, finalement, il y a un snobisme aussi sur les programmes audiovisuels. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au cinéma. Et tous ces programmes-là, c'est vrai aussi pour les enfants, mais pour plein d'adultes, c'est les premières images avec lesquelles ils vont se former quand elles sont ambitieuses. Ça va vraiment leur donner accès au langage cinématographique, donner envie d'aller au cinéma. Et voilà, en fait, c'est un lien. On ne peut pas diviser et... moi je pense que là, le risque, il est très important et il faut vraiment qu'on ait tous une prise de conscience là-dessus et qu'il y ait des garde-fous pour la société parce qu'en fait, on n'est pas une industrie comme les autres. Et puis même, en fait, je pense que toutes les industries doivent servir à l'humain, donc il n'y a pas de... Ouais, après, sur l'écriture, par exemple, d'une série d'animation, il y a souvent 52 épisodes ou 78. Alors, quand on nous dit on va extraire un schéma répétitif et pouvoir le décliner, c'est exactement ce qu'on essaye de pas faire. On essaye d'être créatif. C'est un sacré travail d'être créatif pour produire 52 épisodes différents, aussi intéressants les uns que les autres, et bien écrits et bien réalisés, bien dessinés les uns que les autres. Et donc, c'est pas du tout... En fait, on pourrait s'en servir pour explorer les univers narratifs, pour améliorer encore, se rendre encore plus créatif. Et c'est comme ça que nous, les auteurs, les professionnels, les techniciens de l'animation aussi ont envie qu'on s'en serve. Et c'est pas pour réduire la qualité et au contraire industrialiser et systématiser la création. Et moi, je me demandais juste, en dehors de l'intervention créative qui peut s'opérer et palpable, qui peut s'opérer dans justement la voix, l'histoire, etc., est-ce qu'il y a d'autres couches du travail qui viendraient pas altérer l'expérience et votre travail, mais l'aider dans des tâches qui peuvent être pour l'humain répétitives tout à fait. Non, moi je ne suis pas opposée à l'utilisation de l'IA. Là, ce que je veux dire, c'est un préambule parce qu'en fait, on sent il y a quand même eu un plagiat énorme des images du studio Ghibli. Bon, on s'est un peu offusqué, mais enfin quand même, je ne sais pas si on aurait osé le faire avec d'autres créateurs. Là, on annonce un film entièrement en IA d'animation. Bon, moi, ça ne me fait pas peur du tout pour la création. Le problème, c'est le public. Le problème, c'est un public enfantin, captif, justement, inondé par des programmes qui ne sont pas intéressants pour lui, en fait, et qui le coupent de l'humain. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça, en fait ? Et peut-être une dernière question pour Barbara. Les étudiants de la FEMIS, les futurs professionnels formés à la FEMIS, ils vont s'adresser à la fois, on va dire, ils sont à la fois artistes mais aussi acteurs de l'industrie cinématographique. Est-ce que dans l'appropriation des outils, il y a cette dimension finalement éthique aussi, au-delà vraiment de la réflexion esthétique? Est-ce qu'il y a des questionnements véritablement qui émergent et qui participent en fait au processus d'appropriation de ces IAG? Alors, il y a certains de nos étudiants qui étaient très en avance sur finalement l'administration de l'école, en fait, puisque finalement, il y a des utilisateurs premiers qui se sont saisis de ces outils pour des fins créatives de manière très spontanée. On a eu des films qui ont même circulé en festival après, parce qu'ils étaient assez
pionnier qui s'intéressait beaucoup aux failles visuelles des IA, aux glitch, un peu comme ce que vous avez montré là, à cet enjeu un peu consacré aussi de nouvelles images, etc. Après, effectivement, il y a l'enjeu d'encadrer ces pratiques qui sont déjà réelles de certains étudiants, pas tous, loin de là, mais justement d'avoir une forme de charte ou d'encadrement de la manière dont on les utilise pour assurer un respect du droit d'auteur, de voir dans quel cadre les productions circulent ou pas. Ça se pose aussi pour les mémoires, enfin pas que pour les films en fait, mais nos étudiants, ils écrivent aussi des textes, donc il y a des enjeux aussi là. Et puis après, dans la question de quelle place faire aussi dans une école, il y a la question de à quel moment intégrer ça, justement pour que ce soit au service d'une vision artistique et qu'on initie plus un dialogue avec la machine en fonction d'intention, plutôt que se dire qu'on va zapper des étapes de travail pour pouvoir... c'est plutôt dans cette optique-là. Et effectivement, aussi armer les étudiants pour manier ces outils, mais aussi faire face aussi à un environnement où on va potentiellement leur envoyer, des lectures de leur scénario fait par IA. Enfin, voilà, c'est aussi en prenant en compte les aspects moins positifs, les aspects plus négatifs qu'il peut y avoir de recours dans nos industries. Merci beaucoup. On va enchaîner avec... merci beaucoup à toutes les trois, en tout cas, sur ce premier temps d'échange